Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler un petit peu du corps physique et de ses perturbateurs. Ici les perturbateurs que j'entends en perturbateurs sont les polluants et les métaux lourds dont je parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Mais tout d'abord je dois vous parler un petit peu du fonctionnement organique et cellulaire. Ici je vais en parler de manière très générale et très globale, étant donné que c'est un sujet déjà très complexe, où il y a énormément d'éléments. Parce que tout simplement je n'ai pas toutes les connaissances, hein, je ne sais pas tout, et que beaucoup de personnes en parlent de manière spécifique et précise dans d'autres vidéos et en parleront certainement beaucoup mieux que moi. Et donc ici de manière très générale, je vais parler de l'organisme, donc je n'apprends à personne que l'organisme est constitué d'un ensemble de cellules, elles-mêmes regroupées en organes, et que ces organes sont en interaction constante afin de former un grand tout que l'on appelle le corps physique ou l'organisme. Et que tous ces organes ont un fonctionnement particulier, qui ont un rôle dans l'organisme, une fonction à accomplir, afin de permettre à l'organisme de fonctionner de manière optimale, c'est-à-dire d'avoir l'énergie qu'il lui faut pour fonctionner, et de correctement éliminer ses déchets, et d'avoir suffisamment d'énergie tout simplement pour mener ses activités à bien. Et donc le fonctionnement de ces organes va être basé sur le fonctionnement cellulaire qui va principalement fonctionner sur des réactions chimiques. Hein. Et les réactions chimiques, ce sont tout simplement des réactions où l'on obtient des produits à partir de réactifs. Donc voilà, et donc les cellules pour fonctionner correctement ont besoin de deux principaux nutriments que l'on va appeler premièrement les macronutriments et deuxièmement les micronutriments. Et donc pour parler des macronutriments, on va avoir tout d'abord les glucides. Donc les glucides, il y a les glucides simples, donc notamment le fructose et le glucose, mais il y en a d'autres. Il va y avoir les glucides complexes, donc l'amidon, ça va être le glucide complexe des végétaux, et le glycogène, ça va être le glucide complexe des animaux. Et les glucides servent principalement de source d'énergie et de réserve énergétique. Donc ensuite les lipides. Les lipides c'est le gras hein, tout simplement. Il va y avoir les lipides saturés, les lipides insaturés et les lipides polyinsaturés. Donc ici les lipides saturés c'est tout simplement lorsque vous avez votre chaîne lipidique, donc votre chaîne de carbone, eh bien en réalité tous les carbones sont reliés par des doubles liaisons. C'est pour ça qu'on appelle ça des lipides saturés. Et lorsqu'ils sont insaturés, c'est tout simplement qu'il y a certains carbones à l'intérieur qui ne sont pas saturés, donc par une double liaison, on va retrouver un hydrogène pour équilibrer la molécule. Ici, il existe bien sûr différentes formes de lipides que je n'aborde pas ici, hein. La forme cis, la forme trans, ce genre de choses. Également dans les glucides, il y avait la forme dextrogir, lévogir, en fonction de la conformation de la molécule dans l'espace en 3D, mais je n'aborde pas ces sujets ici. Et donc ces lipides vont servir premièrement de constituants membranaires au niveau de la cellule, car toutes les membranes sont constituées en grande partie de lipides, de cholestérol et un petit peu de protéines. Et donc ces lipides servent également de transporteurs à travers le sang, où ils vont transporter bien sûr tous les lipides et tout le cholestérol pour les apporter aux différentes cellules et aux différents organes. On retrouve bien sûr le cholestérol qui est également présent dans ces transporteurs et qui est également très important pour énormément de fonctions organiques dans le corps. Et une de ces fonctions, c'est notamment la production des hormones stéroïdes, donc soit par le cerveau, soit par les glandes surrénales. Ce sont les deux grands producteurs d'hormones stéroïdes. Et donc, qu'est-ce que c'est d'abord une hormone? C'est une substance chimique élaborée par une glande endocrine et déversée dans le sang circulant qui la transporte vers un appareil récepteur et où elle déclenche une réponse spécifique. Donc ici, ça va être un élément chimique qui va être sécrété par une glande particulière afin d'avoir une action spécifique à distance dans un autre organe de l'organisme.
Et donc ici on parle d'hormones stéroïdes car ce sont des hormones qui proviennent du cholestérol, un cholestérol qui est principalement produit par le foie et par le cerveau, il me semble également, oui, par le cerveau. Et donc et les hormones stéroïdes sont, comme je l'ai dit, produites par les glandes surrénales et le cerveau, donc comme glandes endocrines. Le cerveau ici ayant une fonction endocrine. Ensuite, nous avons les protéines. Donc les protéines, ça va être des chaînes d'acides aminés donc, qui vont pouvoir être apportées soit par l'alimentation, soit qui vont pouvoir être produites par l'organisme et par les cellules en question. Hein, car je rappelle ici que l'ADN code uniquement pour les protéines et ni pour les glucides ni pour les lipides. Les glucides sont uniquement apportés de manière alimentaire. Les lipides sont apportés de manière alimentaire mais peuvent également être produits au niveau de la cellule mais pas à partir de l'ADN. Et ce sont uniquement les protéines qui proviennent de l'ADN. Et parmi ces acides aminés, il va y avoir ce qu'on va appeler les acides aminés essentiels, qui sont en réalité des acides aminés qui ne peuvent pas être produits par le corps autrement à partir d'autres acides aminés. Donc. Et les acides aminés non essentiels, ce sont des acides aminés que l'on va pouvoir produire dans le corps à partir d'autres acides aminés ou d'autres sources énergétiques. Donc notamment dans le cycle de Krebs, pour ceux qui connaissent. Et je vais rapidement citer les acides aminés essentiels et les acides aminés non essentiels. Donc au niveau des acides aminés essentiels, nous avons l'histidine, la thréonine, la méthionine, l'isoleucine, la leucine, la lysine, la phénylalanine, l'arginine, la valine et le tryptophane. Et au niveau des acides aminés non essentiels, nous avons la glutamine, la glycine, l'alanine, la cystéine, la proline, la sérine, l'asparagine, l'acide aspartique, l'acide glutamique et la tyrosine. Ce sont les acides aminés principaux. Et donc à quoi servent les protéines, hein? Donc, les protéines servent notamment de récepteurs membranaires qui sont présents donc, au niveau de la membrane cellulaire des cellules afin justement de faire récepteur à ces hormones dont j'ai parlé précédemment, hormones stéroïdes, mais pas seulement stéroïdes, hein, car il y a également des hormones non stéroïdes. Et c'est donc la deuxième fonction des protéines, c'est de servir d'hormones non stéroïdes. Donc parmi celles-ci, on va bien sûr retrouver toutes les hormones cérébrales, hein, donc noradrénaline, adrénaline, ça va être au niveau des glandes surrénales, mais au niveau du cerveau, on va avoir la dopamine, la sérotonine par exemple, l'ocytocine. On va avoir bien sûr au niveau de la thyroïde les hormones thyroïdiennes qui sont des hormones qui ne sont pas stéroïdes et qui vont avoir une action dans le corps. Je n'ai pas cité quelques exemples au niveau des hormones stéroïdes. On va bien sûr retrouver le cortisol qui est une hormone stéroïde. On va bien sûr retrouver tout ce qui est hormones sexuelles, donc testostérone, œstrogène, ça ce sont des hormones stéroïdes, ce ne sont pas les seuls. Donc également une autre fonction des protéines, ça va être la fonction d'antioxydant, hein, donc ça c'est principalement le glutathion qui est produit par le foie qui va avoir une action antioxydante dans le corps. Mais on va pouvoir également retrouver une fonction enzymatique au niveau des protéines, donc qui vont servir d'enzyme. Et donc qu'est-ce que c'est qu'un enzyme, un enzyme, c'est un biocatalyseur de nature protéinique synthétisé par la cellule vivante et spécifique d'une réaction donnée. Donc ici, les enzymes servent à permettre en réalité une réaction chimique donnée. Donc les réactions chimiques, comme je l'ai dit, c'est ce qui permet de faire vivre la cellule, c'est ce qui permet de faire fonctionner la cellule, d'obtenir des produits à partir de réactifs dans une réaction donnée. Ici, les enzymes fonctionnent à une température spécifique, à un pH spécifique et à une concentration spécifique. Et ce ne sont pas seulement des catalyseurs dans le sens où ils vont accélérer seulement la réaction,
mais la plupart du temps, ils permettent également que la réaction se produise, car en l'absence de ces enzymes, la réaction n'a tout simplement pas lieu dans la réalité. Donc ici, on va retrouver notamment toutes les enzymes digestives qui vont permettre à la digestion du bol alimentaire, mais pas seulement, également au niveau du fonctionnement cellulaire, il y a énormément d'enzymes qui vont intervenir dans des réactions chimiques. Donc ensuite, au niveau des micronutriments, on va retrouver tout d'abord les vitamines hydrosolubles, donc ça va être tout le groupe des vitamines B, ça va être la vitamine C, et ensuite les vitamines liposolubles, ce sont notamment les vitamines A, D, E et K. À côté des vitamines, nous avons les minéraux essentiels, donc pour en citer quelques-uns, nous avons le calcium, le magnésium, le potassium, le chlore, le sodium, le zinc, le manganèse, le molybdène, le fer, le phosphore, le lithium, le silicium et quelques-uns d'autres dont je n'ai pas en tête. Ici, les vitamines et minéraux servent bien sûr d'antioxydants. C'est notamment le cas de la vitamine C, de la vitamine E. Ils servent bien sûr de constituants, de minéralisants, comme le calcium, le phosphore, le silicium également. Ce sont également des catalyseurs de réactions chimiques. Ils permettent à certaines réactions chimiques d'avoir lieu et d'être stimulées, car sans certains minéraux, les réactions chimiques n'ont également pas lieu. Donc les minéraux servent également à réguler la volémie et la pression sanguine, car dans le sang, il y a énormément de minéraux qui permettent la pression osmotique du sang, donc notamment sodium, potassium et quelques-uns d'autres, mais ce sont les principaux, il y a aussi du chlore. Ils permettent la contraction musculaire et l'influx nerveux, permettent la sécrétion d'acide gastrique au niveau de l'estomac. C'est bien sûr l'HCl, donc c'est du chlore plus de l'hydrogène. Et donc, tous les minéraux vont avoir un rôle très prépondérant dans tous les phénomènes digestifs et dans tous les phénomènes globaux dans le corps et les échanges ioniques que l'on va pouvoir observer dans la cellule. Un autre rôle des micronutriments va être un rôle hormonal. Donc c'est notamment le rôle de la vitamine D qui va pouvoir avoir une action spécifique sur certains organes du corps, donc à distance de sa zone de production qui est premièrement la peau, et ensuite son activation par les reins, à part lorsque l'on absorbe la vitamine D par l'alimentation, donc notamment par le gras animal, où il va y avoir beaucoup de vitamine D dans le gras animal, eh bien, il va être absorbé par le corps, il va être directement actif, car c'est de la vitamine D3 qui est présente dans le gras animal. Et donc il va pouvoir y avoir une action notamment au niveau de l'intestin. Donc juste pour donner un exemple, la vitamine D au niveau de l'intestin va notamment permettre une meilleure absorption du calcium à travers la paroi intestinale. Ce qui veut dire que si des personnes sont déficientes en vitamine D, eh ben, ils vont presque pas absorber le calcium qu'ils peuvent absorber par voie orale, quoi. Voilà. Donc un rôle hormonal. Ici, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais insister à propos de ces vitamines et de ces minéraux. La première chose, c'est que au niveau des vitamines liposolubles, donc les vitamines A, D, E et K, ce sont, comme je l'ai dit, des vitamines liposolubles, c'est-à-dire qu'ils sont solubles dans le gras. Et donc, pour être absorbés et assimilés par l'organisme, il y a besoin de consommer du gras en même temps que de consommer ces vitamines. Donc c'est facile dans le cas du gras animal où ces 4 vitamines sont présentes en quantité relativement importante. C'est pourquoi on peut préconiser de consommer du gras animal pour apporter ces vitamines. Mais par exemple, lorsque des personnes consomment des compléments alimentaires avec ces vitamines, eh bien, il est tout à fait possible qu'ils ne les assimilent pas correctement s'ils ne consomment pas suffisamment de graisse en parallèle.
La deuxième chose sur laquelle je voudrais particulièrement insister, c'est le fait que tous ces minéraux et toutes ces vitamines fonctionnent dans un certain équilibre que l'on va appeler l'homéostasie et qui est essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Que lors de l'absorption et de l'assimilation de ces minéraux, par exemple, je vais vous mettre un schéma pour bien illustrer mon propos, c'est qu'en fait il va y avoir besoin au niveau du corps d'un certain taux, d'un certain pourcentage, d'un certain équilibre de ces minéraux entre eux afin de potentialiser leur activité bénéfique au niveau du corps et que ce ne soit pas que ça ne devienne pas en réalité toxique pour l'organisme et qu'ils doivent éliminer les excès de ces minéraux. Donc pour prendre un exemple, c'est notamment encore une fois l'exemple du calcium. Hein. Le calcium que beaucoup de gens peuvent se supplémenter en absorbant uniquement du calcium, donc par exemple au niveau des gélules. Mais moi je ne recommande pas du tout cette pratique, étant donné que le calcium, pour pouvoir fonctionner de manière optimale dans l'organisme, a toujours besoin d'être combiné avec le phosphore notamment, et avec le magnésium, car au niveau des os, le calcium n'est jamais stocké tout seul. Le calcium est stocké avec le phosphore et avec le magnésium et avec d'autres minéraux également, comme le silicium, etc. Ce qui implique que lorsque une personne va consommer trop d'un minéral en particulier, eh bien déjà cela va perturber en fait l'équilibre minéral du corps et cela va faire qu'il va moins absorber d'autres minéraux. Comme vous voyez ici, tous les minéraux sont en concurrence au niveau des récepteurs organiques, ce qui implique que si vous apportez trop d'un minéral par rapport à un autre et par rapport à son concurrent, eh bien en fait vous allez être en excès de ce minéral et en déficience de l'autre minéral. Donc voilà, ça va entraîner donc des déséquilibres minéraux dans le corps. Ce qui implique que le calcium consommé en trop grande quantité va devoir être éliminé. Pour pouvoir être éliminé au niveau des reins, il va falloir l'éliminer en parallèle avec du phosphore. Et donc, si vous consommez trop de calcium dans le but, par exemple, de vous reminéraliser, eh bien, en réalité, vous allez vous déminéraliser, étant donné que pour éliminer l'excès de calcium, eh bien, l'organisme va puiser le phosphore dans les os, ce qui va déminéraliser les os à la longue. Notamment, et sans compter que bien sûr il va pouvoir y avoir d'autres problèmes, notamment si vous consommez trop d'oxalate en parallèle. Si vous avez beaucoup de calcium avec beaucoup d'oxalate, vous éliminez ça par les reins et il va pouvoir y avoir création de calculs urinaires avec des oxalates de calcium, comme on appelle notamment. Mais il n'y a pas que ça c'est pour du coup l'absorption par exemple du calcium grâce à la vitamine D au niveau de l'intestin, mais après pour la distribution au niveau des cellules et des organes du calcium, il va notamment y avoir intervention de ce qu'on appelle la vitamine K2, qui va permettre du coup la bonne distribution de ces minéraux. Et donc en l'absence ou en carence de vitamine K2 dans l'organisme, il va y avoir une accumulation à de mauvais endroits du calcium, donc il va pouvoir y avoir calcification, notamment des parois artérielles et des articulations, enfin de certaines zones du corps, ce qui va entraîner des dysfonctionnements organiques. Il est donc très important d'avoir un bon apport minéral équilibré et un bon apport vitaminique afin de permettre la bonne absorption et la bonne assimilation, donc la bonne distribution de ces minéraux dans le corps, la bonne utilisation. On est bien d'accord ici que une bonne santé intestinale est nécessaire pour une bonne assimilation, une bonne absorption de ces minéraux, que ce soit donc au niveau des micronutriments ou même les macronutriments. C'est pourquoi les personnes qui vont avoir ce qu'on appelle l'intestin poreux, la maladie de Crohn ou l'intestin irritable, ce genre de choses, vont pouvoir développer des carences nutritionnelles et avoir de la difficulté à se sentir en forme, à prendre du poids, ce genre de choses, parce qu'ils ont une mauvaise absorption intestinale. Donc le but ici, ça va être d'équilibrer l'intestin et de guérir l'intestin. Un dernier exemple au niveau de ces vitamines qui sont absorbées donc par l'intestin, c'est au niveau de la vitamine B12 bien sûr. La vitamine B12, ça va être une vitamine qui va être absorbée donc par le corps, donc notamment grâce à la viande et aux œufs.
une petite quantité, et notamment produite par certaines bactéries dans le corps, je précise. Et donc cette vitamine B12, pour être assimilée et absorbée à travers la barrière intestinale, a absolument besoin de ce qu'on appelle le facteur intrinsèque. Le facteur intrinsèque, c'est une protéine donc, qui est produite par une partie de la muqueuse stomacale, donc par l'estomac, ce qui implique donc qu'en cas de détérioration de la paroi de l'estomac, chez certaines personnes, il va pouvoir y avoir une carence en vitamine B12 dans leur corps, malgré le fait qu'ils en consomment de manière régulière et suffisante. Donc c'est très important de veiller à la bonne santé et au bon fonctionnement de nos organes afin de garantir une bonne minéralisation et une bonne absorption des macronutriments ou des micronutriments. Ce qui implique qu'un mauvais fonctionnement organique ne va faire que s'aggraver s'il n'est pas réglé avec le temps, ce qui entraîne un cercle vicieux de la maladie. Voilà. Bon, maintenant, pour parler des éléments qui vont être plus problématiques pour le fonctionnement de l'organisme, puisque auparavant, là, j'ai parlé des éléments essentiels pour son fonctionnement, et vous avez bien compris que tout excès ou tout manque en contrepartie va poser un problème dans son fonctionnement, comme je l'ai expliqué par quelques exemples. Hein, il en existe bien sûr beaucoup d'autres. Mais ici, les éléments qui vont poser davantage de problèmes, on va en retrouver deux principalement. Donc, premièrement, on va appeler ça les toxines, et deuxièmement, on va appeler ça les toxiques. Et donc, les toxines, d'abord, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Les toxines, ce sont des éléments provenant du métabolisme cellulaire et présentant un danger s'ils sont présents en trop grande quantité. Ici, je précise que c'est vraiment lorsqu'ils sont présents en trop grande quantité, parce que certains ont une fonction organique importante lorsqu'ils sont présents en faible quantité dans le corps et ne doivent pas être négligés. Je précise ici donc que ce ne sont pas uniquement des déchets. C'est uniquement l'excès de ces éléments qui va devoir être éliminé pour permettre le fonctionnement optimal de l'organisme. Et donc, pour donner quelques exemples, on a bien sûr l'acide urique qui provient de la dégradation des protéines. Donc voilà, chez les personnes qui consomment trop de protéines, il peut y avoir accumulation d'acide urique, notamment dans les articulations et dans les reins, qui va pouvoir produire des calculs urinaires notamment. Il y a bien sûr le CO2, le CO2 élément du métabolisme cellulaire par excellence. On respire de l'oxygène, on produit de l'énergie grâce aux glucides notamment ou aux lipides, et grâce à l'oxygène que l'on a respiré, et ça va produire du CO2 et de l'eau, donc H2O. Et ce CO2 en excès, bien sûr, va devoir être éliminé, donc principalement par les poumons. Ensuite, nous avons bien sûr les acides cétoniques qui proviennent du métabolisme principalement des lipides par l'organisme. Donc, on produit beaucoup d'acides cétoniques, notamment lorsque l'on jeûne, parce que lors du jeûne, on va principalement brûler les graisses pour produire de l'énergie, car c'est la source énergétique qui est la plus présente au niveau de nos réserves énergétiques. Et au niveau, bien sûr, de ce qu'on va appeler le régime cétogène. Donc, le régime cétogène, c'est un régime qui préconise de consommer la majorité de son bol alimentaire sous forme de graisse et sous forme de lipides. Et donc dans ce cas-là, le corps va fonctionner sur une base énergétique grasse et de lipides, et donc va produire beaucoup d'acides cétoniques. Ici, encore une fois, les acides cétoniques ne sont pas uniquement des déchets. Bien sûr, ils vont être éliminés par la suite par les poumons notamment, et ce qui va donner l'haleine cétonique, mais également par les reins. Mais les acides cétoniques sont également bien sûr une source énergétique, notamment pour le cerveau et pour toutes les autres cellules du corps, ce qui explique notamment les bienfaits de ce régime chez beaucoup de personnes qui guérissent de leur maladie grâce à ce régime cétogène. On va voir bien sûr l'acide lactique qui est produit lors de la contraction musculaire des muscles, notamment lors d'une activité physique intense. Et en dernier, j'ai noté les cellules mortes et apoptotiques, qui sont des cellules en apoptose qui sont mortes et qui doivent être éliminées et nettoyées par les cellules lymphatiques notamment.
les cellules immunitaires, donc par la lymphe. Donc voilà, ça c'est pour les toxines, hein, donc globalement. Hein. Et ensuite nous allons avoir les toxiques. Et les toxiques, donc, ce sont des éléments extérieurs et pathogènes au corps lorsqu'ils sont présents en trop grande quantité dans l'organisme. Mais même en petite quantité, ils sont perturbateurs pour le corps. Cependant, le corps sait en gérer bien sûr quelques-uns. Lorsqu'il a un bon fonctionnement et un fonctionnement optimal, il va savoir éliminer ces toxiques et réussir à fonctionner de manière et à fonctionner correctement, je veux dire. Cependant, en biorésonance, on observe que lorsqu'on fait le test en biorésonance et que l'on observe justement ces toxiques présents dans les organes et le corps en général, les toxiques que l'on retrouve sont généralement des toxiques que le corps ne reconnaît pas et n'arrive pas à éliminer. Cela est dépendant de chaque personne et on ne peut pas faire de généralité ici. Et bien sûr, ça va être les toxiques que la personne absorbe en permanence, soit dans son environnement, soit dans son alimentation, et auxquels il va falloir faire attention pour essayer d'arrêter de les absorber, de les éliminer de notre environnement. Donc ici, pour donner quelques exemples de polluants, nous allons tout d'abord avoir bien sûr tout ce qui va être médicaments de synthèse, résidus vaccinaux, ce genre de choses qui sont considérées comme des polluants par l'organisme, par des toxiques. Nous allons avoir bien sûr les pesticides, nous allons avoir tout ce qui est cristaux, comme les fibres de verre, l'amiante. Nous allons avoir tout ce qui est solvant, par exemple, comme le benzène, l'alcool isopropylique, tout ce qui va être les produits issus du pétrole. Nous allons voir certains gaz comme le fréon. Donc le fréon, c'est un gaz réfrigérant que l'on retrouve dans les réfrigérateurs notamment, enfin notamment seulement, oui, et que l'on va pouvoir retrouver dans les cellules de l'organisme. Donc là, la préconisation, c'est bien sûr d'aérer la pièce où se trouve le frigo. Ensuite, on va pouvoir retrouver bien sûr des éléments radioactifs comme le polonium, le germanium, le palladium. On retrouve également les rayons alpha, bêta, gamma lors d'irradiation par ces rayons radioactifs. On va pouvoir retrouver des ondes électromagnétiques émises par l'homme, comme le Wi-Fi, le GSM, donc c'est les ondes de téléphonie portable mobile. Voilà. Il y a bien sûr ici comme polluants les ondes Linky, CPL, dont certaines personnes sont bien sûr sensibles. Ici je précise que ces ondes vont en fait avoir un impact de dégradation cellulaire, donc au niveau du corps et des organes, et c'est cela que l'on va détecter donc en biorésonance. Et à côté de tout ça, on va avoir bien sûr tout ce qui va être métaux lourds. Donc les métaux lourds, on va retrouver, enfin il y en a beaucoup, je donne quelques exemples ici. Il va y avoir l'aluminium, le mercure, l'argent, l'or, le cuivre, le beryllium, le thallium, donc notamment. Et ce qu'il faut bien comprendre avec les métaux lourds, c'est que ce sont des éléments qui comportent une charge électrique et que le corps étant principalement basé sur un fonctionnement électrique, électrostatique et magnétique, notamment au niveau de tout ce qui est influx nerveux dans le corps, mais également au niveau des échanges cellulaires avec l'environnement et l'intérieur de la cellule. Eh bien, en réalité, en fait, les métaux lourds vont avoir un fort impact sur le dysfonctionnement cellulaire, étant donné qu'ils vont perturber l'équilibre électromagnétique du corps et de la cellule. Et donc, notamment chez les personnes qui sont électro-hypersensibles, on va pouvoir retrouver beaucoup de ces métaux lourds dans leur cerveau ou dans d'autres organes de leur corps, qui va donc expliquer leurs symptômes d'électro-hypersensibilité, ce qui conclut à dire qu'on peut essayer d'améliorer un tant soit peu le bien-être et la situation de ces personnes électro-hypersensibles grâce à la biorésonance. Un autre problème que l'on observe également avec les métaux lourds, c'est qu'ils vont rentrer en concurrence avec les minéraux essentiels dont j'ai parlé au début de la vidéo. Ici, la problématique, c'est qu'une intoxication à certains métaux lourds vont donc pouvoir entraîner une carence minérale en ces minéraux essentiels, ce qui va
de facto entraîner une déficience organique. Un exemple assez connu dans ce domaine, c'est au niveau du silicium et de l'aluminium. C'est que le silicium est un minéral essentiel qui va notamment permettre une bonne minéralisation osseuse et qui a d'autres fonctions. Mais l'aluminium va rentrer en concurrence avec le silicium au niveau des récepteurs cellulaires, donc au niveau de la cellule, ce qui fait qu'une intoxication à l'aluminium dans certains organes et dans le corps vont donc pouvoir entraîner une mauvaise réponse du silicium et une carence en silicium finalement, ce qui va entraîner donc la déficience organique en cas d'intoxication à l'aluminium dans ce cas précis. Il existe bien évidemment beaucoup d'autres exemples. Et donc ce qu'il faut comprendre avec toute cette intoxication du corps, donc aux polluants, ici je parle, c'est que cela va entraîner l'affaiblissement de l'organe et de l'organisme en entier, car tout est relié comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo. Ces toxines et ces toxiques vont encombrer de plus en plus l'organisme, ce qui va donc nuire à son bon fonctionnement, et cela va favoriser d'autant plus sa pollution intérieure. Donc plus il est pollué, et plus il se pollue, étant donné qu'il n'arrive pas à se nettoyer de lui-même. Le nettoyage sera de moins en moins efficace, et des pathologies vont donc pouvoir apparaître, donc des pathologies de dysfonctionnement organique principalement. Enfin, voilà. Et également, donc, on observe que lorsqu'il y a pollution par des toxiques dans les organes, il y a toujours beaucoup de parasites dans ces mêmes organes. Ici, les parasites vont venir se nourrir de ces éléments toxiques ou des cellules mortes qui en résultent. Donc les parasites, ce sont les vers, les bactéries, les virus, ce genre de choses. Et donc ici, on dit qu'ils ont un rôle d'éboueur car ils aident l'organisme à se débarrasser de ces toxiques. Mais le problème là-dedans, c'est que ces parasites vont bien sûr, une fois installés, rester en place. Leur but est de se maintenir, ce sont des parasites. Ils vont donc créer un cycle de recontamination afin de se maintenir dans le corps et dans l'organe en question. Ils vont donc pondre leurs œufs, il va y avoir tout un cycle à l'intérieur du corps qui va permettre la recontamination de l'être humain infecté par ces parasites qui vont en permanence revenir dans le corps, etc. et grandir, éclore et recommencer le cycle de recontamination perpétuellement. Donc ici notre but, nous, en biorésonance, ça va être d'éliminer en même temps les polluants, donc les toxiques ici, et les parasites. Donc les parasites, on va principalement préconiser des plantes antiparasitaires, notamment au niveau de la cure du Dr Clark, dont j'ai fait un article dans mon site internet que je mettrai en description. Donc on va également essayer d'éliminer les toxiques. Donc pour éliminer les toxiques, il y a deux méthodes. Il y a la méthode générale. Donc les méthodes générales, ça va être au niveau de toutes les plantes dépuratives, on parle, notamment pour le foie, on va parler de l'artichaut, du radis noir. Pour les poumons, ça va être le thym, le bouillon blanc. Pour les reins, ça va être toutes les plantes diurétiques qui vont donc favoriser l'élimination d'eau par les reins. Donc ça, ce sont les dépuratifs généraux qui vont permettre donc une élimination générale des polluants. Sauf que le problème, comme je l'ai dit auparavant, c'est que les toxiques, il y en a certains qui ne sont tout simplement pas reconnus par le système immunitaire de l'organisme et par le corps, que cela dépend de chacun, et que beaucoup de polluants que l'on retrouve dans les organes en biorésonance sont en réalité des polluants que l'on n'arrivera pas à éliminer de cette manière. Et donc là va intervenir la deuxième solution, qui va être la solution informationnelle, chose que moi je pratique du coup, c'est que nous en biorésonance on va venir détecter donc dans les organes les polluants qui sont présents, et on va donc apporter l'information au corps par de l'eau informée, donc on va appeler ça l'homéographie, afin de l'informer de la présence de ces polluants dans cet organe-là, par exemple, ou dans l'autre organe-ci, et cela va lui permettre de mettre en place le processus d'élimination de ces polluants particulièrement. Et donc c'est cela qui va nous permettre
de nettoyer l'organisme et de nettoyer les organes, le corps, afin de favoriser son bon fonctionnement, en parallèle bien sûr donc avec l'élimination des parasites, comme je l'ai dit auparavant. Dans cette dernière partie, je vais parler des organes en général, pour vous parler de la vision occidentale des organes, et puis par la suite je vous parlerai de la vision plus chinoise des organes. Donc au niveau de la vision occidentale tout d'abord, les organes vont être séparés en systèmes organiques. Donc je vais tous les citer. On va avoir le système circulatoire, qui va être composé du cœur, des vaisseaux sanguins, des globules rouges. On va avoir le système dent, donc là, tout ce qui va être dentition. On va avoir le système digestif, donc ça va être bien sûr tout le tube digestif, donc l'estomac, l'intestin, le côlon. Mais il va y avoir également le foie, la rate, le pancréas, la vésicule biliaire, les glandes salivaires. Voilà. Donc ensuite on va avoir le système endocrinien, donc qui va être composé des glandes endocrines. Donc on va avoir le pancréas, les glandes surrénales, la thyroïde, les parathyroïdes, l'hypophyse, l'hypothalamus, la glande pinéale. On va avoir le système génital. Donc c'est par en deux ici, donc pour l'homme, le pénis, les testicules, la vésicule séminale, les vésicules séminales, pardon, et la prostate. Et chez la femme, le vagin, l'utérus, les ovaires et les seins. On va avoir le système immunitaire qui va être composé du thymus, de la rate également, de la moelle osseuse. On va avoir le système lymphatique, composé des ganglions lymphatiques et de la lymphe. On va avoir le système nerveux, composé du cerveau, de la moelle épinière, des nerfs, du liquide cérébro-spinal. On va avoir la peau, donc qui est composée bien sûr de la peau, mais également des glandes sébacées et des glandes sudoripares. On va avoir le système respiratoire, qui va être composé des poumons, des bronches, de la trachée, du larynx. On va avoir le système sensoriel, composé des oreilles, des yeux, du nez, de la langue. On va avoir le système squelette, muscles et articulations, donc composé des os, des articulations et des muscles. Et pour finir, on va avoir le système urinaire qui va être composé des reins, de la vessie et de l'urètre. Et donc en médecine chinoise, on va parler principalement également des émonctoires. Donc les émonctoires, ce sont les organes qui ont pour rôle d'éliminer les toxines et les toxiques de l'organisme. Cependant, lorsqu'ils sont engorgés, leur travail va être entravé, voire à la longue impossible, rendu impossible. Et donc, on se concentrera bien sûr en biorésonance à l'élimination et à la purification de ces organes afin de permettre une meilleure élimination des toxiques du corps. Donc ces émonctoires, ils sont dans l'ordre d'importance le foie, les intestins, les reins, les poumons et la peau. Donc maintenant pour parler de la vision chinoise que l'on a des organes, ici je précise que je vais principalement m'inspirer d'une vidéo donc de Philippe Sionneau, qui est professeur et spécialiste en médecine chinoise, que je mettrai dans la description pour que vous puissiez aller voir. Et donc comme je l'ai déjà dit auparavant, en médecine chinoise, l'organisme est séparé en 5 grands groupes, que sont les 5 centres énergétiques de la médecine chinoise. Et donc c'est en fonction de ces 5 grands groupes que l'on va séparer les organes. Et bien évidemment, ces 5 grands groupes sont également en interaction, tout comme dans la vision occidentale, bien évidemment. Donc le premier grand groupe, ça va être le bois, donc l'élément bois, qui va être composé du foie, comme je l'ai déjà dit, en organe yin, et de la vésicule biliaire en organe yang. Mais on va y relier également tout ce qui va être muscles striés, tendons, ligaments, les ongles,
les organes génitaux externes, la pointe des cheveux, et l'œil et la vue également. Ensuite, au niveau de l'élément feu, il est relié au cœur pour l'organe yin et à l'intestin grêle pour l'organe yang. On y relie donc le système cardiovasculaire, le sang, la sueur, le toucher, la parole, les vaisseaux sanguins et la pointe de la langue. Au niveau de l'élémentaire, nous avons tout d'abord la rate pour l'organe yin et l'estomac pour l'organe yang. Et on y relie également les lèvres, le corps de la langue, tout ce qui va être les chairs, donc le tissu conjonctif, la graisse, la salive alimentaire, donc la salive qui est produite lorsque l'on mastique et lorsque l'on absorbe le bol alimentaire, et tout ce qui va être au niveau de la bouche et du goût. L'élément métal, nous allons avoir les poumons pour l'organe yin et le gros intestin pour l'organe yang. Y est associé également la peau, les poils, le nez, le larynx, les cordes vocales, les sécrétions nasales et le nez et l'odorat. Et pour finir, le dernier élément, l'élément eau. Donc nous avons les reins pour l'organe yin et la vessie pour l'organe yang. Et y est associé également tout ce qui va être les os et la moelle osseuse, les dents, le système nerveux central, les nerfs, la racine des cheveux, donc les articulations également, la gorge au niveau des amygdales, les organes génitaux internes, la salive permanente, donc la salive que l'on sécrète en permanence quand nous ne sommes pas en train de manger, et l'oreille l'ouïe. Donc voilà pour avoir répertorié un petit peu tous les organes en fonction des 5 centres énergétiques de la médecine chinoise, mais ce qu'il faut également savoir en médecine chinoise, c'est que tous ces centres énergétiques sont reliés selon une classification bien décrite. Et donc je vais vous mettre un schéma ici pour que vous compreniez bien. Ces organes sont toujours énoncés dans cet ordre-ci, c'est pour ça que je les énonce toujours dans cet ordre. Et il existe 2 cycles en médecine chinoise qui vont interrelier ces centres énergétiques. Il va y avoir tout d'abord ce qu'on va appeler le cycle nourricier, donc qui va être le cycle qui va relier le bois au feu, le feu à la terre au métal, le métal à l'eau et l'eau au bois. Donc c'est dit tout simplement que le bois nourrit le feu, que le feu nourrit la terre, que la terre nourrit le métal, que le métal nourrit l'eau et que l'eau nourrit le bois. Ainsi ces éléments sont interreliés et pour corriger par exemple une déficience de l'élément feu, on va pouvoir agir sur le bois indirectement pour pouvoir corriger le déséquilibre dans l'élément feu. Et le deuxième cycle important, c'est ici un cycle qu'on va appeler le cycle du contrôle, et donc qui relie ces centres énergétiques en 2 à 2 à chaque fois, en sautant, en faisant un saut d'un des centres énergétiques. Donc ça va relier le bois à la terre à l'eau, l'eau au feu, le feu au métal et le métal au bois. Ici, je répète tout simplement ce que Philippe Sionneau a dit dans la vidéo que j'ai mis en description pour que vous compreniez bien dans cette vidéo. Cela signifie que l'eau des reins prévient l'embrasement du feu du cœur, que le feu du cœur contrôle un excès de descente du poumon, que le métal du poumon prévient la montée du yang du foie, que le bois du foie permet d'éviter les stagnations et les accumulations au niveau de la rate, et que la terre de la rate transporte et collecte les liquides, ce qui prévient le débordement de l'eau des reins. Donc ici, vous comprenez bien également que pour corriger un défaut de l'élément terre, par exemple, on va pouvoir également agir sur l'élément bois. La dernière chose que je voulais aborder à propos de la médecine chinoise ici, ce sont les 2 facteurs
d'affaiblissement que l'on va prendre en compte en médecine chinoise, qui va être premièrement les vides et les excès. Donc on va parler de vide de yang, de vide de yin, ou de vide de qi, ou d'excès de yang, hein, d'excès de yin dans certains organes particuliers, ce qui va entraîner une déficience associée à ces organes. Et la deuxième chose que l'on va prendre en compte en médecine chinoise, c'est ce qu'on va appeler les énergies pathogènes. Et donc parmi ces énergies pathogènes, il va y avoir l'humidité, la sécheresse, le froid, la chaleur, le vent. Ensuite l'humidité, chaleur, le vent, froid, enfin des associations comme ça. Et en réalité, en fait, lorsque ces énergies pathogènes vont pénétrer dans le corps et dans certains organes, ils vont avoir une influence destructrice, si je puis dire entre guillemets, du fonctionnement organique en question et du corps dans son ensemble, ce qui va perturber grandement le fonctionnement global du corps. Donc notre but, enfin le but de la médecine chinoise ici, ça va être d'éliminer ces énergies pathogènes. Donc on parle de chasser par exemple l'humidité ou de chasser la chaleur par certains protocoles bien définis donc en médecine chinoise. Mais je rappelle ici que je ne suis pas spécialisé en médecine chinoise pour l'instant. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être intéressante pour d'autres personnes que vous connaissez. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation.